Eh bien, si le jeûne devait se prolonger, on consomme au tout début le petit reste de glucides qu'on a, c'est-à-dire notre glycogène, et puis très vite, il n'y en a plus, et on va commencer à consommer des lipides. Le souci étant que le cerveau, lui, ne sait pas consommer directement les lipides, il sait consommer les glucides, et que donc on va, si le jeûne se prolonge, consommer nos propres protéines, c'est-à-dire nos réserves de muscles, pour refabriquer du glucose pour le cerveau. C'est la période où les gens maigrissent vite, où ils sont contents s'ils veulent maigrir, mais en fait, ils perdent du muscle et pas beaucoup de graisse. Et puis, pour éviter ça, pour se protéger, pour garder des muscles, progressivement, il faut entre 5 et 7 jours, le corps va commencer à fabriquer des corps cétoniques, c'est-à-dire de transformer des lipides en corps cétoniques, et ça tombe bien parce que les corps cétoniques, eux, peuvent être consommés par le cerveau. Ça, c'est l'idéal, c'est quand on est en bonne santé et qu'on ne mange pas, et quand tout va bien, bah, ça peut durer plusieurs semaines. Le souci, c'est qu'en cas de maladie, c'est-à-dire, pour faire simple, en cas de syndrome inflammatoire, le corps n'est pas capable de fabriquer des corps cétoniques. On reste coincé dans cette situation où le cerveau a besoin de glucose et où on ne sait pas lui faire une alternative qui sont les corps cétoniques, et donc on continue à consommer nos protéines. Et ça, c'est typiquement ce qui existe quand on a un syndrome inflammatoire, donc c'est typique de ce qui se passe chez un malade, enfin, dès qu'il y a un syndrome inflammatoire, évidemment, plus le syndrome inflammatoire est élevé, plus les choses sont complexes. Évidemment, dans la vraie vie, c'est un petit peu entre les deux, mais retenez en fait que quand on est malade, le souci qu'on a, c'est que si on ne mange pas assez, on va continuer à consommer nos protéines et donc nos muscles. Et c'est vraiment tout ce qui fait la gravité de cette maladie. Alors, dernière chose qu'il faut comprendre qui est un petit peu paradoxale, on est tous tombés en panne d'essence de temps en temps. Et en fait, maintenant, les voitures, elles vous le disent. Si vous êtes à peu près attentif, vous savez que ça va mal se passer. Or, en fait, dans le corps, on va tomber, entre guillemets, en panne d'essence quand le réservoir, il est vidé à moitié. Et donc, on n'a pas l'impression qu'on est à la limite. Et pourtant, la dénutrition va devenir gravissime et souvent, le patient peut mourir. Et finalement, ce réservoir à moitié vide, hein, c'est le réservoir musculaire. Ce qu'il faut donc comprendre, ici je vous montre une image d'IRM, hein, c'est que dans notre graisse, on a beaucoup d'énergie stockée, mais qu'en fait les défenses, principalement les défenses immunitaires, mais après évidemment le muscle c'est aussi l'activité physique et les chutes, hein, mais les défenses immunitaires, elles sont indirectement liées aux muscles et que le pronostic de la dénutrition, en fait, il est à la masse musculaire. Ça va être toute la difficulté, ça va être justement de faire le diagnostic d'une masse musculaire qui commence à être trop consommée, à devenir dangereuse, même s'il reste du muscle, hein, ce fameux réservoir qui tombe en panne d'essence avec le réservoir à moitié vide. Et le souci, il est le suivant. Ici, vous voyez deux images. Alors, c'est deux personnes de sexe identique, d'IMC identique, mais un jeune d'un côté, un moins jeune de l'autre. Et vous voyez qu'avec l'âge, pour une même corpulence, en tout cas un même IMC, on perd du muscle et on gagne des lipides. Donc ça, il faut savoir que le problème, c'est qu'avec l'âge, le réservoir, déjà, il a été naturellement réduit. Et donc, c'est encore plus fragile, encore plus préoccupant chez la personne âgée. Et puis c'est vrai aussi, même chez l'obèse, hein. Ici, c'est des images de scanner sur lesquelles on vous a colorié en rouge les muscles. Il y a une très bonne corrélation entre la masse musculaire totale et la surface musculaire, ici, sur une coupe de vertèbre lombaire en L3. Et là, vous voyez deux personnes, pareil, c'est deux personnes en surpoids, voire même obèses, hein. Ils ont le même IMC, mais la personne A, vous voyez qu'elle a beaucoup de graisse, il y a même des bourrelets, hein, qu'on voit sur son scanner, mais il y a très peu de muscles. Ça, c'est typique d'une obésité sarcopénique. La personne B, c'est un gros qui n'a jamais fait de régime et qui n'est pas malade et qui est donc à plein de muscles et qui finalement est entre guillemets un obèse au sens de l'IMC, mais qui n'a pas de problème majeur en règle générale. Donc nous, la difficulté, c'est d'avoir une idée de cette masse. Évidemment, ce que je vous montre ici n'est pas un outil qu'on a en routine, c'est un outil qu'on aura en routine dans quelques temps.
Pour l'instant, ça se fait à la main, hein, ces surfaces musculaires, mais il y a déjà des algorithmes d'intelligence artificielle capables de vous faire cette mesure quasiment instantanément. Il faut juste qu'elle soit validée, voilà. Enfin, il y a un travail à faire, mais je peux vous promettre que dans quelques années, on aura sur les scanners la masse musculaire. Vous allez me dire, moi, mes patients, ils n'ont pas tous un scanner, je suis bien d'accord, mais il y en a quand même beaucoup, en tout cas quand ils passent à l'hôpital, qui ont un scanner et pour lequel on pourra facilement faire le diagnostic de baisse de la masse musculaire sur des scanners. Reste que si l'outil, dans quelques années, sera disponible, à mon avis, très facilement, il va falloir trouver les vrais seuils de pathologie, à partir de quand c'est grave, à partir de quand c'est au-dessus de quand c'est pas grave. Et ça, pour l'instant, je ne vous cache pas qu'on n'a pas les résultats. Les résultats qu'on a, qui sont publiés, ne sont pas forcément extrapolables à la population entière. Alors donc, le réservoir musculaire, là, je vous ai fait un schéma purement théorique, hein, avec les réserves en glucides que vous voyez presque pas, qui sont en rose en bas, les réserves en muscles qui sont en rouge et les réserves en lipides qui sont en bleu. Et puis, je vous ai imaginé quelqu'un qui ne mangeait plus du tout, hein, qui s'arrêtait de jeûner. Et il y a un point le jour du jeûne, un point à 7 jours et un point à 40 jours. Ce qu'on voit, c'est que il y a une incurvation, c'est-à-dire qu'il y a une mise en économie, hein, on consomme plus au début qu'à la fin, mais que ce qu'on voit, c'est que quand on extrapole les courbes, bien on voit bien, alors c'est plutôt encore une fois tout ça est purement théorique, hein, mais on voit bien que dans le premier cas, celui de gauche, c'est une personne qui est maigre, donc on va le voir maigre, ça va sauter aux yeux que cette personne est dénutrie, donc on sera attentif à ça. Alors que dans l'autre, j'ai juste artificiellement doubler la masse musculaire, hein, ce qui n'est pas énorme, hein, c'est quelqu'un qui est en surpoids, mais c'est loin d'être un obèse pathologique, hein. Et bien l'autre, vous voyez qu'il va continuer à maigrir à la même vitesse, mais il va lui rester encore pas mal de graisse au moment où il va quand même toucher la moitié de ses réserves musculaires, qui est le seuil théorique du décès chez les animaux et chez les humains, quand il y a eu des études, notamment au moment des médecins qui étaient restés dans le ghetto de Varsovie, ou quand les grévistes de la faim décèdent. Donc c'est vraiment quelque chose d'à peu près connu, même si évidemment ça ne se joue pas au gramme près. Alors comment on essaye, sans scanner, euh, de d'appréhender cette masse musculaire et surtout cette perte de masse musculaire? Alors, l'astuce, en fait, le truc qu'il faut comprendre, il est assez simple. Vous savez tous que dans la graisse, il y a à peu près 9 kilocalories par gramme. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est facile. Si vous ouvrez un livre et que vous regardez les protéines, on vous dit c'est 4,7. Sauf que, en fait, c'est de la poudre de protéines. Ça serait, par exemple, si vous prenez de la poudre de lait écrémé, là-dessus, il y a 4,7. Mais dans la vraie vie, le muscle, il y a de l'eau dedans. Il y en a beaucoup, il y en a 80% à peu près. Ce qui fait que, en gros, pour 1 gramme de muscle, il y a 1 calorie. Résultat des courses. Quand on a un déficit calorique et qu'il faut combler ce déficit calorique parce qu'il faut continuer à faire chauffer la maison, eh bien, on va consommer et des lipides et des protéines en quantité variable, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en fonction de l'existence ou non d'un syndrome inflammatoire. Mais par contre, pour le même déficit calorique, l'astuce, elle est la suivante. Quand je consomme mes muscles, je maigris pour le même nombre de calories 9 fois plus vite que quand je consomme de la graisse. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle la vitesse d'amaigrissement est le critère indirect qui nous dit le malade est en train de perdre ses muscles. Et c'est pourquoi, en dehors de l'IMC bas, où là les choses sautent aux yeux, chez les gens qui sont en surpoids ou qui sont voire obèses, la seule manière de faire un diagnostic en fait en clinique, c'est de mesurer la vitesse à laquelle les gens maigrissent. Ça veut donc dire qu'il faut peser les gens et que malheureusement, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas d'alternative à ça. Alors, quand ils tiennent debout, il y a des balances toutes simples. Quand ils tiennent assis mais pas debout, on peut trouver des balances, des chaises balances comme ça, hein. Ça vaut à peu près 1 000 euros. Et puis quand ils sont, en tout cas à l'hôpital, et qu'ils ne peuvent pas sortir du lit, il y a des palans comme ça sur lesquels en fait on les soulève, ce qui permet de faire le lit à ce moment-là. Et il suffit d'acheter le petit boîtier que vous voyez ici, qui est aussi
en fait une balance, hein, un pèse-personne. Le Palan, il coûte 4 000 euros, le pèse-personne, il coûte 1 000, donc c'est sûr que pour avoir ça, c'est 5 000 euros, mais on commence à en avoir de plus en plus. Autant dire, pour faire les choses simples, qu'il est toujours possible, sauf de manière très exceptionnelle, principalement en neurochirurgie quand ils sont en traction, en orthopédie quand ils sont en traction, on peut quasiment toujours peser les patients. Évidemment, il faut l'outil qui convienne, hein, on est bien d'accord. Juste pour vous rappeler comment on réfléchit devant un amaigrissement, en fait, c'est très simple, hein, en calories, c'est un équilibre. Un amaigrissement, c'est soit on diminue les entrées caloriques, soit on augmente les sorties caloriques. Et puis une fois qu'on a dit ça, chacun est divisé en deux. La chose la plus fréquente, c'est la diminution des ingestats. Donc les gens mangent moins. Parfois, ça saute aux yeux. Parfois, il faut leur tirer les verres du nez. Parfois, ils le dissimulent, hein. Mais c'est vraiment très souvent le cas. Parfois, il y a une malabsorption digestive. En fait, c'est extrêmement rare, mais ça peut exister. C'est-à-dire qu'ils mangent, hein, mais ils maigrissent. Et là, en gros, c'est des gens qui finissent leur plateau au repas puis qui maigrissent. Donc là, c'est une situation assez rare. Et puis, l'augmentation des sorties, il y a l'augmentation des dépenses énergétiques. Alors, l'augmentation des dépenses énergétiques, c'est facile à retenir, mais c'est quand même rare dans la pratique parce que quand vous faites beaucoup de sport, en fait, vous mangez plus et assez souvent, vous augmentez vous équilibrez cette augmentation des dépenses par une augmentation des ingestats. Donc, il faut avoir l'augmentation des dépenses sans augmenter beaucoup les ingestats. C'est pas toujours fréquent, c'est souvent en fait en hyperthyroïdie ou un gros syndrome inflammatoire. Mais en fait, dans un gros syndrome inflammatoire, vous diminuez aussi les ingestats. Donc, c'est toujours difficile. Et puis, la dernière chose qu'on oublie très souvent, c'est des calories qu'on a bien mangées, mais qui ont bien été assimilées, qui sont rentrées dans notre corps, qui n'ont pas fait que transiter par le tube digestif. Ce n'est pas une malabsorption, mais c'est des calories qu'on perd, soit sous forme de glycosurie, quand le diabète est mal équilibré, soit sous forme de syndrome néphrotique, soit sous forme de perte protéique, quand il y a des grandes brûlures, voilà. Et là, encore une fois, il y a des besoins qui sont difficiles à mesurer, mais voilà. Ça saute aux yeux. Ce qui ne saute pas aux yeux, c'est les pertes urinaires, hein. Donc, il ne faut pas hésiter quand on ne comprend pas à mettre un lapstick. Et si on trouve du sucre ou des protéines, on se dit, tiens, bingo, c'est peut-être ça l'explication de l'amaigrissement. Alors, le problème, c'est que de temps en temps, le poids, il est faussé. Je vous ai mis ici quelqu'un qui a des œdèmes des membres inférieurs. On voit très bien comme ils prennent le godet. On a la marque de tous les doigts, hein. À droite, je vous ai mis quelqu'un qui a une ascite monstrueuse. Et évidemment, dans ce cas-là, le poids, il est faussé. Alors, deux choses. Un, il faut examiner les patients quand on les pèse. Et deux, il est très très rare d'avoir des œdèmes sans être dénutri. Ce qui fait que finalement, l'apparition d'œdèmes doit être un signe extrêmement important et qui vous fait dire que de toute façon, le poids réel du patient est plus bas que le poids que vous avez mesuré. Alors, comment on fait si on veut absolument faire le diagnostic et qu'on n'a pas, on n'a pas les scanners sous les yeux? Eh bien, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faciles à faire, qui sont de mesurer la fonction musculaire. Donc, il faut que les gens, par exemple, puissent marcher 10 mètres en 8 secondes. S'ils ne le font pas et que, par ailleurs, ils n'ont pas une cause mécanique, hein, ils ne sont pas amputés, ils n'ont pas un Parkinson, voilà, quelqu'un qui comprend et qui sait qu'il doit marcher, il doit faire les 10 mètres en 8 secondes. En dessous de ça, on considère qu'il y a une masse musculaire qui est abaissée, ou alors ça ne coûte rien, hein, il suffit juste de mesurer 10 mètres, voire 5, et puis un chronomètre en 4 secondes, hein. Sinon, vous pouvez vous acheter un dynamomètre. Celui que vous voyez ici, il coûte cher, mais vous en trouvez à 25 euros sur Amazon qui fonctionne très bien. Nous, on a équipé nos diététiciennes avec cela. Et puis, si vous voulez faire plus compliqué, mais dans la pratique, en fait, ça sera pas forcément facile d'accès. Il y a ces fameux scanners, il y a la masse musculaire en DEXA, il y a l'impédance-métrie, hein, la dame avec les électrodes, là, c'est de l'impédance-métrie. Le problème, retenez en fait, c'est que quand on a de la flotte, l'impédance-métrie est souvent fausse, c'est-à-dire qu'elle vous dit que c'est du muscle, et c'est pareil aussi pour le DEXA. Donc en réalité, quand vous avez un troisième secteur, vous êtes très très embêté. À peu près la seule chose qui pourrait vraiment faire le diagnostic, c'est le scanner. Mais en fait, vous voyez que finalement, un dynamomètre, ça suffit à faire le diagnostic. Et la limite, c'est 16 kilos pour les dames et c'est 26 kilos pour les hommes. Seuil en dessous desquels on considère qu'ils ont perdu suffisamment de muscles pour être classés comme patients dénutris.
Question que j'anticipe peut-être sur l'albumine, parce que vous avez vu, vous allez constater, si c'est pour vous une découverte, que l'albumine n'est plus un critère diagnostique de dénutrition. Pourquoi? Ici, c'est un exemple, mais il y en a 36 000 dans la littérature, qui vous montrent que quand l'albumine baisse, le pronostic s'aggrave. Ici, vous avez juste de la chirurgie, et vous voyez que la mortalité à 30 jours, elle est très très élevée quand l'albumine est basse. Mais si vous regardez bien, même dans les valeurs normales, hein, c'est-à-dire que même à 35, la mortalité est un petit peu plus élevée qu'à 45. Hein. Et donc, en gros, il faut retenir que l'albumine est un facteur pronostic dans toutes les maladies. Et si vous faites survie en réanimation et albumine, vous allez retrouver la même chose. Voilà. Raison pour laquelle l'albumine est considérée maintenant comme un facteur de gravité de maladie. La dénutrition étant une dénutrition cliniquement diagnostiquée avec une albumine basse inférieure à 30 est une dénutrition sévère, mais une albumine basse tout court, sans autre signe clinique, ce n'est plus un signe de dénutrition, il faut trouver des signes cliniques. Et donc, on va y venir. Hein. Le diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte, et puis on verra la personne âgée, parce qu'il y a des différences, mais qui sont modestes. Ça a donc été une nouvelle recommandation de la Haute Autorité de Santé, de la Fédération française de nutrition. Celle-là, elle date de 2019 et la personne âgée de 2021. Alors, il faut quoi pour être dénutri? Eh bien, il faut un de ces trois critères. En fait, vous allez voir que ça ne fait pas 3, mais ça fait 5. Hein. Il faut soit maigrir vite. Alors, maigrir vite, c'est plus de 5% en un mois, ou 10% en 6 mois, ou, et ça c'est très nouveau, 10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Ce qui veut dire que quelqu'un qui avait maigri rapidement, avant, au bout de 6 mois, s'il restait stable, il sortait, entre guillemets, des radars de la dénutrition. Là, on a dit non, non. Quelqu'un qui a perdu très vite du poids, c'est quelqu'un qui a perdu du muscle, même si c'est il y a 1 an, parce qu'il a fait la chimiothérapie pour une leucémie, mais qu'il n'a pas repris du poids, il reste dénutri. Ça, c'est très nouveau et souvent les gens ne se rendent pas compte que ça leur donne une très grande liberté dans le diagnostic. Ensuite, si on n'a pas cette perte de poids, on a simplement l'IMC, donc c'est les maigres, et le seuil, maintenant, il est à 18,5, c'est le seuil internationalement reconnu. Et puis, si on ne peut pas peser les gens, si on n'a pas réussi à le faire, eh bien, c'est la réduction quantifiée de la masse et ou de la fonction musculaire. Et je vous ai dit qu'avec un simple dynamomètre, c'est quelque chose qu'on peut faire quand même assez facilement. Donc, il faut au moins un de ces 5 critères-là. Il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs, hein, un seul suffit. Et par contre, il faut quelque chose en plus. Alors, l'évaluation de la masse musculaire, je vous donne les chiffres hein, pour l'homme, pour la femme. Vous avez vu l'appréhension du dynamomètre, c'est 26 chez l'homme, c'est 16 chez la femme. La vitesse de marche, c'est pareil, quel que soit le sexe. Ensuite, les autres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces chiffres, on les a mis parce qu'ils existent dans la littérature. Mais très probablement, ce ne sont pas les chiffres du futur, ce sont des chiffres basés sur des petites cohortes. Par exemple, l'indice de surface musculaire en L3 au scanner, c'est des gens qui sont obèses sarcopéniques avec un cancer. Rien ne prouve que ce chiffre est juste dans la population générale. Et moi, pour l'avoir fait chez des hommes de plus de 70 ans, je vous promets qu'ils sont quasiment tous en dessous de 52. Ils ne sont pas tous forcément dénutris. Tout ça pour vous dire que ces chiffres, ils existent, mais ils vont être modifiés dans l'avenir. Ne les prenez pas comme quelque chose d'absolument définitif. Hein. Voilà, on a pris acte pour dire que oui, la masse musculaire, c'était le truc le plus important. Les chiffres, prenez-les avec. Bon, c'est ceux qui existent, hein, voilà, mais prenez-les avec un peu de pincette. Ils sont amenés à bouger. Et puis donc, à côté de ces critères phénotypiques, il faut au moins une cause. Alors la cause, finalement, c'est simple. On les a vus tout à l'heure, hein, les diminutions, enfin les amaigrissements. Donc il faut diminuer la prise alimentaire, hein, et soit de plus de 50% en plus d'une semaine, ou alors, quand ça dure plus de 2 semaines, des gens qui disent oui, je mange moins qu'avant, pas beaucoup moins, mais plus de 2 semaines. Donc, c'est vraiment de l'interrogatoire. Ou alors, l'absorption réduite, l'absorption, maldigestion, ça, c'est quand même des pathologies rarissimes dans lesquelles la question qu'on pose, c'est en gros, est-ce que vous avez des diarrhées quoi, ou une polyexonération? Parce que c'est difficile d'avoir une maldigestion, une malabsorption en étant constipé, c'est pour ainsi dire impossible. Et puis sinon, c'est toutes les phénomènes d'agression avec ou sans syndrome inflammatoire. En gros, chaque fois que quelqu'un est hospitalisé, il a au moins
une de ces raisons, parce qu'à l'hôpital, ce n'est pas l'hôtel. Alors, le problème, c'est que pourquoi on a rajouté ça? Parce que de temps en temps, les malades, vous les voyez en consultation, et en consultation, vous ne savez pas s'ils ont une pathologie, une agression, alors que quand ils sont à l'hôpital, ils sont toujours. Donc, c'est là où il faut rechercher le critère étiologique. Tout ça a été mis en fait pour essayer d'éliminer ce qu'on appelle la maigreur constitutionnelle, où les gens ont un IMC inférieur à 18,5, c'est souvent, mais c'est quand même souvent entre 17 et 18,5, c'est souvent des jeunes, c'est souvent des filles, et c'est des gens qui vont plutôt bien, et qui n'ont pas de pathologie. Mais en dehors de ça, finalement, qui est quand même quelque chose de très rare, il y a toujours un critère étiologique. Et puis c'est d'autant plus intéressant que ça nous permet, nous, évidemment, de guider le traitement. Hein. Il est parfaitement clair que quelqu'un qui a une malabsorption, une maldigestion, ce n'est pas la peine de lui dire de manger plus, parce qu'il mange déjà beaucoup. Il va falloir utiliser très vite une nutrition artificielle de type généralement parentéral. Mais vous voyez, c'est vraiment très rare. Habituellement, c'est juste un problème de diminution des apports, et le traitement, il est théoriquement simple. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, dernière chose, ça nous paraissait tellement évident qu'on ne l'avait pas écrit en 2019, mais qu'on a précisé en 2021. Le critère étiologique, c'est la cause du phénotype. Donc, il est indispensable au diagnostic qu'on remonte à ce critère. Mais s'il disparaît, ça ne veut pas dire que la personne n'est plus dénutrie. Je m'explique, quelqu'un qui fait une grève de la faim, le jour où il remange, il reste dénutri. Hein. Il reste dénutri tant qu'il n'a pas repris un poids qui le sort de la phase de dénutrition. D'accord? Parce que sinon, dès que vous traitez un dénutri, il n'y a plus de cause et il n'est plus dénutri. Alors que s'il est. Donc, c'est vraiment important de le préciser. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut juste dire si c'est modéré ou grave. Et ça, il y a juste des critères sur les mêmes choses. Il n'y a rien sur le muscle. On est sévère quand l'IMC est inférieur à 17, ou quand le poids, au lieu d'être 5% en un mois, c'est 10% en un mois, ou 15% en 6 mois, ou 15% par rapport au poids avant le début de la maladie, ou alors une albumine inférieure ou égale à 30. J'insiste, hein, l'albumine toute seule, ça ne va pas. Il faut les autres critères, mais si par exemple vous êtes en clinique dans une codification modérée, si vous avez une albumine inférieure à 30, vous passez en condition sévère. Ça, c'est juste pour vous rappeler un petit peu les choses, pour ceux qui se souvenaient des critères historiques de l'ANAS. Qu'est-ce qui a changé? L'ANAS, elle disait, j'évoque la dénutrition, mais elle ne donnait pas comment on le confirmait. L'HAS, en 2019, dit, c'est le diagnostic. Le seuil était de 17, il est à 18,5. La perte de poids n'a pas changé. On a juste rajouté la perte de poids par rapport à la maladie. Hein, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. En 2003, on n'avait pas le droit de croire ce que disait le patient. C'est-à-dire, si vous disiez il y a 6 mois, je pesais 10 kilos en plus, il fallait retrouver le poids dans un dossier, autant dire que c'était quasiment impossible. Maintenant, on a le droit de croire le patient. S'il vous dit quel était son poids, vous le retenez. Donc, on peut faire un diagnostic sur un poids déclaratif. Dans la pratique, il y a 30% des gens, 30 à 40% des gens qui connaissent leur poids, il y a un mois, il y a 6 mois. Les autres, ils vous disent, quand je me suis marié, je faisais un tel, mais ça, on s'en fout. Donc, en fait, ce n'est pas à 100% des gens qui connaissent. Ensuite, il n'y avait rien sur la masse musculaire. Maintenant, vous avez vu que c'est arrivé. Avant, il y avait de la biologie, mais qui était interprétable s'il n'y avait pas d'inflammation. Et moi, je peux vous dire qu'une albumine sans CRP élevé, c'est rarissime. Alors que là, maintenant, l'albumine, elle peut vous servir, mais pour la sévérité. Et puis, la biologie peut vous servir comme critère étiologique parce que, par exemple, une CRP élevée est un signe d'inflammation et ça vous suffit pour trouver le critère étiologique à une dénutrition que vous avez diagnostiquée cliniquement. Rapidement, pour pas trop prendre de temps, parce que je crois qu'on est un peu en retard, chez la personne âgée de plus de 70 ans, qu'est-ce qui est différent? Presque rien, vous allez voir. En fait, je vous ai surligné en jaune les différences. La différence, c'est que chez une personne de plus de 70 ans, l'IMC, c'est plus 18,5, c'est 22. Alors, je sais d'accord, hein, à 69 ans, c'est 18,5, à 70, c'est 22. Pourquoi? Évidemment, ce n'est pas logique, c'est simplement qu'on n'a pas dans la littérature des choses qui ont été quasiment faites dizaines d'années par dizaines d'années, et que quand on fait la littérature d'un personne âgée, c'est en règle générale supérieur à 70, et le seuil à partir duquel la mortalité augmente, c'est très clairement 22. Voilà. Et puis, pour les muscles.
Pour la perte de poids, vous voyez, rien de différent, hein. C'est comme chez l'adulte jeune. Et puis pour les muscles, c'est un petit peu plus compliqué, je dois le reconnaître, et ça a été à la demande de nos collègues gériatres qui, eux, voulaient une vraie sarcopénie confirmée. Et là, ça veut dire sarcopénie confirmée qu'on a mesuré la fonction, donc la vitesse de marche, le lever de chaise, la force de préhension, mais il faut aussi une masse, et là pour le coup, il vous faut les DEXA, les scanners ou les choses comme ça. Ça a été l'objet de très longues discussions, je sais que ça pose problème à beaucoup de personnes, mais il était difficile de ne pas écouter les experts gériatres dans cette définition de la dénutrition en gériatrie. Et puis la gradation, bah, vous voyez, c'est pareil, la seule chose qui change, hein, c'est l'IMC. Le sévère, c'est inférieur à 20 chez la personne âgée. Je vous rappelle que c'était 17 chez la personne jeune. Là, encore une fois, il y a un saut important, hein, de 3 points d'IMC, mais c'est comme ça. L'évaluation de la masse musculaire, elle est presque pareille, mais il y a des petites subtilités. Je ne veux pas m'attarder parce que je vous ai dit que ces chiffres sont des chiffres qui vont évoluer en fonction des connaissances, qui vont évoluer quand on aura ces outils que pour l'instant on n'a pas en routine, qui sont les surfaces des scanners. Je veux juste terminer avec un truc pour essayer de démystifier encore une fois le problème de l'obésité. Ici, c'est une belle étude publiée dans le Lancet Diabetes Endocrinology, qui est la mortalité sur une cohorte de 3,6 millions d'adultes en Angleterre. Et regardez la mortalité. Alors, vous savez que, entre guillemets, l'idéal, c'est 18,5 à 25. Et puis, en dessus de 25 à 30, on est en surpoids, et au-dessus de 30, on est obèse. Et puis, en dessous de 18,5, on est dénutri. Eh bien, vous voyez que la mortalité, c'est la mortalité, je crois, à 5 ans, hein, toutes causes confondues, qui fument ou qui ne fument pas, puis après, on peut chercher tout ce qu'on veut. La mortalité, vous voyez que le creux de la vague, elle est quand on est en léger surpoids. Et que si vous regardez les gens à 18,5, ils ont la mortalité de quelqu'un qui est à 40 d'obésité. C'est-à-dire que la mortalité de quelqu'un qui est normal à 18,5 est celle de quelqu'un qui est réputé être en obésité morbide. Donc là, c'est juste pour dire, arrêtons de faire maigrir les gens quand ils ont passé un certain âge. Eric, votre micro est coupé. Non, on ne nous entend plus, Eric. Hop là, voilà, non, mais c'est bon, je l'ai remis, je ne vois pas pourquoi. C'était coupé depuis combien de temps? 1 minute, il n'y a pas plus, il n'y a pas de Bon, souci. d'accord, d'accord, ok. Mais écoutez, je vais m'arrêter là, de toute façon, parce qu'il faut laisser parler les autres. Je suis désolé, j'ai pris un peu de temps, mais ceci dit, on a démarré un petit peu en retard. Votre écran est encore visible. Oui, bah, il faut que je le départage alors. Arrêtez le partage d'écran. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Bruno, je suis désolé du retard. Pas de problème. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que c'est possible, est-ce que je partage ou est-ce que c'est possible maintenant que vous partagiez, Émilie? C'est bon, j'ai partagé normalement, si vous voyez bien. Super. Ah oui, oui, pardon. Autant pour moi. Bonjour à toutes et tous. Je vais faire très court parce que il ne nous reste que 17 minutes dans le temps imparti. Alors, la diapositive suivante. Voilà, donc du coup, je rebondis sur la dernière diapositive qui vient d'être projetée par Eric Fontaine. 620 000 personnes, 7 500 EHPAD, 100 000 résidents impulses, et donc, statistiquement, plus de 40% de ceux qui vivent sont dénutris, et vraisemblablement beaucoup plus, puisque ça reste du déclaratif. Hein. Ce chiffre émane beaucoup des chiffres des coupes pathos qui sous-évaluent la dénutrition en EHPAD. Diapositive suivante. Donc, pourquoi sensibiliser, pourquoi former et pourquoi on a presque une personne sur deux qui vit en EHPAD qui est dénutrie. Donc, soit qui arrive dénutrie en EHPAD, soit qui se dénutrie de manière parfois dramatique en EHPAD. Les idées reçues, les idées fausses, je ne détaille pas, mais des régimes qui sont encore prescrits à des âges très très avancés. On a encore des régimes dans certains EHPAD qui sont prescrits à des personnes de 85, 90, 95 ans.
Des contraintes logistiques et puis des contraintes économiques invoquées. Un contrainte logistique, c'est les allers-retours. Bref, je détaille aucune de ces choses-là, mais on pourrait y revenir. Une médicalisation qui est inégale et qui l'est de plus en plus, hein, puisque vous le savez, une maison de retraite sur 3, pratiquement, on n'a plus de médecins coordonnateurs aujourd'hui. Ce qui était une belle avancée quand même, quelqu'un qui faisait la coordination, c'est plus le cas. Et le suivi médical par les médecins généralistes, il est dans beaucoup d'établissements très compliqué. Une absence fréquente, j'aurais dû marquer une absence quasi universelle de diététiciens, d'expertise diététiciens et diététiciennes, qui sont très peu. Et très souvent, les expertises, elles sont dans les établissements qui travaillent avec des groupes de restaurateurs collectifs. Elles viennent de ces diététiciennes, mais des diététiciens cachés en maison de retraite, il n'y en a pas. Une formation des professionnels de santé sur la nutrition qui est largement insuffisante, et encore aujourd'hui. Et puis, des référentiels, j'y reviendrai, qui sont inexistants. Donc, la diapositive suivante, alors, au domicile, alors on peut rajouter à ça, hein, c'est pas une individualisation, mais un isolement social. On mange peu ou mal quand on est isolé. L'absence quasi totale d'activité physique de très nombreuses personnes, de plus de 70 ans, hein, j'entends, au domicile. Et puis, faire la différence entre une nutrition acquise en EHPAD et une nutrition préexistante, domicile qu'au séjour SMR. Alors, pour l'EHPAD, je reviens sur ce qui a été dit par Éric Fontaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on croit, alors c'est pas le malade en EHPAD, c'est le résident, mais c'est très souvent sa famille qu'il faut croire, et c'est un peu plus compliqué, puisque la famille ne se souvient pas forcément du poids de la personne qu'elles ont aidée à domicile ou qu'elles ont accompagnée à domicile pendant des années. Une alimentation qui est pas, j'ai marqué goûtue, qui est peu goûtue, parfois des textures inadaptées. Alors ça, c'est vrai au domicile et en EHPAD. Diapositive suivante. Alors, qui il faut former? Eh bien, il faut former les médecins coordonnateurs et les autres. J'ai participé à un congrès qui s'appelle le CIPEC, qui est à Montpellier, qui a lieu chaque année. Et donc, on a fait une présentation, hein, de la dénutrition avec quelques autres personnes aux médecins coordonnateurs qui étaient là majoritairement. Hein, et c'était les personnes présentes, donc les médecins coordonnateurs quasi exclusivement, étaient extrêmement intéressés par cette présentation, dont la semaine de la nutrition. Les soignantes, bien sûr, hein, qui accompagnent beaucoup de résidents pour les repas, les infirmières de pratique, infirmières de pratique avancée, sachant que la mention de la laiterie n'existe pas encore, mais qu'elle va l'être, j'espère, prochainement, les cuisiniers, bien entendu, et puis les intervenants du domicile, pour ceux qui interviennent à domicile. Et enfin, l'empowerment, alors ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. On va lancer un appel à un projet là prochainement, le groupe pour lequel je travaille, hein, et qui mettra en avant la capacité d'un accompagnement qui donne aux personnes accompagnées le pouvoir d'agir sur leur propre alimentation et pas seulement que ça soit imposé de l'extérieur. J'entends empowerment pour les personnes qui sont encore capables cognitivement, hein, d'acquérir ce pouvoir d'agir sur leur environnement. Voilà, et puis enfin, qui sensibiliser? Alors tout le monde, hein, les seniors en bonne santé bien sûr, hein, ou qui se pensent en bonne santé, ou qui sont en bonne santé, les directions d'établissement, j'y reviendrai, et puis les familles bien sûr, dont j'ai une longue pratique en maison de retraite en EHPAD pendant plus de 25 ans, ça ne s'appelait pas EHPAD à l'époque, et les familles souvent restent sur des choses qui remontent à très ancien, et le régime de papa, de maman, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est un régime hypocalorique ou hypoglucidique, alors qu'à un âge, en fait, ce qui compte, c'est l'alimentation. La diapositive suivante. Alors, le matériel, là, j'ai fait très court. Le matériel 1, ben, c'est la balance. Le matériel 2, diapositive suivante, c'est la balance toujours. Alors, les différentes formes de balance qui ont été présentées par Éric Fontaine, mais en EHPAD, et quoi qu'on en dise, dans la majorité des 7500 EHPAD, les personnes, les résidents ne sont pas pesés régulièrement. Ils sont pesés anecdotiquement, hein, et dans la revue des très, très nombreux de dossiers d'EHPAD, hein, que fait chaque année, qui a été fait récemment, hein, par certains gériatres, hein, dans un autre cadre, et bien on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de dossiers d'EHPAD dans lesquels ne figure pas de poids ou un poids à l'admission, et puis 2 ans après, on a eu seulement le poids d'admission. Donc, s'il y avait un message à retenir, c'est peser, et puis j'ajouterais effectivement, Éric Fontaine l'a fait, parce que la question du coût en EHPAD et en maison de retraite, mais à domicile aussi est prédominante, évidemment le dynamomètre, hein, qui est un investissement qui est faible. Diapositive suivante.
Les référentiels, enfin, donc. Alors, les référentiels, encore une fois, le groupe Vive, on est lancé dans une constitution de référentiels, qui est un référentiel qui est adapté à chacun des métiers de l'EHPAD, aux personnes qui achètent l'alimentation, aux personnes qui confectionnent l'alimentation, aux aides-soignantes, aux infirmières. Et il y a une entrée par métier avec des référentiels qui ont été travaillés par les métiers. Les cuisiniers ont travaillé sur le référentiel de cuisine, les aides-soignants ont travaillé sur le référentiel, les infirmiers ont travaillé sur le référentiel, les médecins ont travaillé sur leur référentiel digital pour des questions de pratique d'accès. Ces référentiels, il ne s'agit pas de les amener tels quels. Alors, je parle là d'un groupe, c'est sans doute plus compliqué pour un EHPAD qui travaille isolément, mais ils doivent être explicités, commentés, travailler en équipe, hein, de manière à avoir une acquisition d'une base lexicale commune. Je prends l'exemple qui est banal, mais c'est vrai qu'un cuisinier, il raisonne, quand il fabrique l'alimentation, de la nourriture, des repas, il fabrique en grammes, il ne travaille pas en calories ou en micronutriments, et donc il doit y avoir une acquisition d'une base lexicale commune à tous ces métiers pour amener un repérage et une prévention de la dénutrition. Et enfin, le réengagement de la direction pour l'appropriation stéréo-faciale. Il y avait un vieux travail qui avait été fait par une personne qui était dans le Limousin, qui était nutritionniste et qui repérait dans les critères de non-dénutrition dans les maisons de retraite à l'époque, les EHPAD n'existaient pas, c'était l'engagement du directeur ou de la directrice pour cette question-là. Diapositive suivante. Voilà, et bien sûr l'activité physique, le plaisir, le goût. Promouvoir une activité physique adaptée, ben c'est malheureusement, vous le savez, hein, pour ceux qui y travaillent ou ceux qui y vont, c'est rarement le cas en EHPAD. Adapter le temps des repas pour les rendre agréables. J'ai parlé tout à l'heure de contraintes logistiques. Un repas qui dure 20 minutes ou un quart d'heure, 20 minutes, je parle assis à table à manger. La dénutrition, elle est certaine. Les actions de promotion, hein. Alors, vous le savez, cette semaine de la nutrition, elle rencontre un succès incroyable. Et dans les groupes d'EHPAD pour lesquels moi je travaille, il y a un vrai engouement pour ces semaines de la nutrition qui permet effectivement à chacun de partager des connaissances et puis des actions, et du coup d'entraîner une émulation hein, de l'ensemble des équipes qui travaillent dans ces établissements pour, du coup, le reste de l'année, entamer des actions positives à ce niveau-là. Diapositive suivante. Voilà, ben, c'est plus moi, j'ai essayé de faire le plus vrai possible et désolé, Joseph John, si j'ai dépassé d'1 minute. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Merci beaucoup Bruno. Mais on va essayer d'éclairer un petit peu le fait que dans le système de la prévention, l'amélioration de l'hygiène orale et de la santé bucco-dentaire serait vraiment un prérequis pour la prévention de la dénutrition. En effet, ce que je voulais éclairer ici, c'est que est-ce qu'on pourrait manger agréablement et avec plaisir, avec une bouche qui est douloureuse, avec de la salive qui n'existe pas ou des prothèses qui sont déstabilisées? En 2 mots, la santé bucco-dentaire n'a-t-elle pas un rôle principal sur la vie sociale, sur l'estime de soi et le sourire, mais ne participe-t-elle pas surtout à des fonctions vitales que sont l'alimentation, on en sait quelque chose dans la dénutrition, la mastication, la digestion et l'état nutritionnel? En 2 mots, est-ce que le fait d'avoir des douleurs, des gènes, des syndromes inflammatoires, des infections à distance n'aurait pas une correspondance sur la guérison, l'espérance de vie, la mortalité, les comorbidités et tous les risques en interaction? En 2 mots, est-ce que notre cavité buccale n'a pas un rôle essentiel sur la santé et notre qualité de vie? On va essayer de le démontrer avec la diapositive suivante. L'importance de la santé orale a toujours été évoquée puisque toute la littérature médicale et scientifique fait état sur le sujet âgé d'une augmentation des pathologies bucco-dentaires d'un côté avec l'âge et d'un impact des pathologies bucco-dentaires sur l'état de santé général du patient, âgé particulièrement. L'OMS, dans son rapport de 2003, vous voyez, ça remonte à quelques années, préconisait déjà de porter une attention particulière sur une amélioration de la santé bucco-dentaire des personnes âgées. Diapositive suivante. L'impact des pathologies bucco-dentaires sur l'état de santé général n'est plus à prouver puisque ces pathologies ont des répercussions sur des pathologies systémiques, cardiovasculaires, diabète,
et j'en passe, sur des pathologies qui sont un petit peu dans la deuxième partie qui sont infectieuses, avec pneumopathie par inhalation, septicémie et abcès cérébraux. Mais on voit ici encore l'impact sur la dénutrition, avec une majoration des chutes, puisqu'on a des ingestats qui sont modifiés. On va en faire la démonstration tout à l'heure. Et enfin, sur la perte d'autonomie, car on ne peut pas ne pas considérer qu'une absence dentaire n'est pas un handicap. Diapositive suivante. Ici, une carte conceptuelle qui avait été réalisée au 3e cycle par nos étudiants sur de quelle façon l'état bucco-dentaire va avoir des répercussions, ou un mauvais état bucco-dentaire, une mauvaise hygiène aura des répercussions sur l'alimentation. Et vous voyez qu'effectivement, on va avoir une modif tout de suite du choix des aliments, du plaisir de manger, et dans cette sélection, bien entendu, tout s'en mêle. Diapositive suivante. Cet état bucco-dentaire, pourtant, encore aujourd'hui, est alarmant. En effet, toutes les études épidémiologiques de nos dernières années en France montrent qu'on a un état gravement altéré avec des répercussions sur l'état général. Et je suis triste de voir qu'encore aujourd'hui, on a des difficultés avec une hygiène bucco-dentaire très insuffisante, des besoins en soins et en prothèses dentaires qui augmentent avec l'âge et qui ne sont pas traités. On va essayer d'y trouver une explication. Diapositive suivante. Voilà un peu le décor. On a heureusement fini de manger et on se retrouve face à le décor du vieillissement. Et on peut imaginer que tous ces gens ont des difficultés à manger et ont des difficultés à apprécier leur repas. Diapositive suivante. L'état des lieux sur le sujet âgé, ce qui est assez incompréhensible, c'est qu'il y a une globale résignation. L'âge, l'état cognitif, la dépendance, les filières de soins qui ne sont pas adaptées, les difficultés économiques qui sont en liaison avec des taux de remboursement de prothèses qui sont encore courts malgré le RAC 0 et des soins qui sont souvent à la fois coûteux, qui demandent des déplacements, qui demandent des filières qui pour l'instant ne sont pas encore 100% efficientes. Et donc, en final, la personne âgée s'excuse presque en résignation totale. Il y a presque plus de besoins exprimés. Et c'est le début de la dénutrition. On peut dire que le lit de la dénutrition peut commencer déjà là. Diapositive suivante. Alors, dans cet état des lieux préoccupant, quels sont les freins dans les établissements ? Je reviens vers Bruno. En fait, on retrouve le manque de temps, la peur de l'agressivité des résidents, le dégoût, le tabou, la maltraitance ou bien-traitance pour les soignants, les aidants et les familles, le turnover très important, avec un manque de personnel dans les établissements, pas d'examen bucco-dentaire, en tout cas, c'est moins vrai aujourd'hui, mais il n'y en avait pas encore il y a 3-4 ans à l'entrée dans les établissements, une quasi-absence de protocole d'hygiène ou de soins. Enfin, peu de motivation et d'implication des équipes de direction. Il faut motiver beaucoup, avec un manque de formation de tous les soignants, des AMP, des IDE, des médecins co, des aidants et des familles. Cela entraîne aussi, quelque part, résignation contre résignation. Quelle est la solution ? Parce qu'il faut parler de nos solutions. D'abord, la formation des soignants, pour moi, c'est le socle. Ensuite, la sensibilisation des aidants et des familles, mais surtout rétablir l'interprofessionnalité. Dans tous ces cas-là, c'est la clé de voûte de l'amélioration de la santé bucco-dentaire en établissement, au domicile, et la prévention de la dénutrition se fait là. Diapositive suivante. Alors, les prospectives face à ce défi de santé publique, j'ai essayé de matérialiser une espèce de pyramide où le socle serait la formation des soignants avec tous les référents possibles dans les établissements, la formation des médecins coordonnateurs lorsqu'ils sont présents dans les établissements, la formation des chirurgiens-dentistes de proximité en faisant des grappes ou des groupes d'intervention autour des établissements, la téléexpertise qui arrive sur le marché et dont on pourra se servir pour faire du télérepérage ou de la téléexpertise, et enfin peut-être, tout en haut de la pyramide, des équipes mobiles pour les cas urgents et dans le cas où les gens ne peuvent vraiment pas se déplacer. Diapositive suivante. Alors,
face à tout ça, il fallait que je vous dise que j'ai été très heureux de voir que nous avons au PNNS 4 les caractéristiques de la santé bucco-dentaire qui sont largement évoquées. Et les propositions du collectif que nous avons faites, c'est un bilan de santé orale doit être mis en place à l'âge de la retraite. Il doit être répété à l'admission dans les établissements. Ce bilan gratuit, j'insiste, ainsi que des soins à minima indispensables. Et ce que j'appelle des soins à minima, ce sont ce que j'appellerais le juste soin. Faire en sorte de retrouver une mastication équilibrée, efficace, non douloureuse, remboursée dans le cadre d'un référentiel du juste soin. Enfin, les aidants familiaux et professionnels, des personnes âgées, handicapées ou vulnérables, doivent faire l'objet d'une campagne d'information quant à l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Enfin, en EHPAD, masse, femmes, il faut mettre en place des formations, appliquer des référentiels et des protocoles d'évaluation pour valoriser une hygiène conforme à nos représentations et nos recommandations et bonnes pratiques. Et avec tout ceci, eh bien, avec la force aussi des équipes, parce que l'interprofessionnalité, c'est ça, je pense qu'on pourrait largement contribuer à la prévention de la dénutrition. J'en ai terminé et j'étais content de partager ce moment avec mes amis et tous mes professionnels de la santé. Merci beaucoup, Dr Baranès. Merci à tous d'avoir assisté à ce temps d'échange. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, vous pouvez lever la main aussi pour vous exprimer oralement. Tous nos intervenants seront un plaisir de vous répondre. Et donc, avant de vous quitter, je vous rappelle que aujourd'hui, nous sommes dans les dernières 48 heures pour commander un kit de communication pour la Semaine nationale de la dénutrition. Donc, n'hésitez pas, vous avez le formulaire qui est disponible sur notre site web. Si c'est encore compliqué du point de vue de votre structure de vous projeter sur une action que vous voudriez mettre en place, vous pouvez le mentionner dans le formulaire que l'action n'est pas finalisée et tout de même commander votre kit et nous reviendrons vers vous par la suite pour finaliser la commande. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, oui, moi je veux juste, ça paraît un peu compliqué, tout ce qu'il faut remplir, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est pour qu'en fait les produits vous arrivent bien directement. Hein, c'est vraiment ça l'objectif. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est pour en gagner par la suite. Voilà. Et donc, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a qui ont finalement découvert aujourd'hui qu'on fermait demain. On va regarder si financièrement on peut tenir le coup, parce que pour tout vous dire, tous ces kits sont gratuits et nous, en fait, on les paye par le fait qu'il y a un certain nombre de, le ministère principalement, mais d'autres aussi, qui nous financent. Et le budget s'écrit au fur et à mesure des financements reçus. Et que l'année dernière, on avait clôturé vraiment le jour pile parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir financer ce que les gens nous avaient commandé. En gros, c'est pas open bar, quoi. Il faut qu'on puisse vous les offrir. Donc, on va refaire un point. Il est possible que peut-être certains, voilà, vous promettre, tant qu'on n'a pas, nous, de certitude de nos côtés. Par contre, vous pouvez continuer à vous inscrire. Il y a plein d'autres outils qui ne sont pas simplement des outils qu'on peut vous livrer. Il y a des outils sous forme PDF, donc que vous pouvez imprimer. Il y a des films, il y a plein de choses. Et ça, vous pouvez les obtenir jusqu'au dernier moment, il n'y a pas de souci. Et même ceux qui s'inscriraient un peu trop tard et qui n'auraient malheureusement pas pourraient pas recevoir pour des raisons logistiques et ou financières les kits, essayez quand même de faire quelque chose parce que c'est super et surtout inscrivez-vous parce que c'est sur votre niveau d'implication que nous, le collectif, nous sommes jugés par le ministère pour savoir si l'année prochaine, ils vont refaire ça avec nous ou avec d'autres personnes. Donc, il est super important de vous inscrire, même si je sais que c'est un petit peu fastidieux, mais prenez pas peur avec tous ces trucs, ça se remplit vite. Hein. Moi, je sais quand on les voit, on se dit, oula, il y a 20 pages, quasiment, on ne va jamais y arriver. En fait, ça va très, très vite. Hein. Donc, c'est une espèce de menu déroulant, quoi. Donc, voilà. Et une petite précision aussi concernant cette date de fermeture, c'est également parce que nous, on doit avoir le temps de pouvoir vous imprimer, vous acheminer tous les kits. Donc, je vois qu'on a plusieurs questions dans le chat concernant la date de réception. Vous recevrez tous vos kits durant la première quinzaine du mois de novembre. L'objectif étant que vous les ayez à minima une semaine avant le début officiel de la semaine, donc du 18 au 25 novembre. Alors, voilà, parce que l'année dernière, on a quand même eu un petit peu de retard. Enfin, il y a eu ces Chronopost qui s'étaient pris un peu les pieds dans le tapis. Ce qui fait que nous, notre objectif, c'est 15 jours avant pour que finalement, s'il y a certains qui n'ont pas reçu, qu'ils l'aient la semaine avant.
C'est un peu pour ça qu'on clôture aussi un peu en avance. Et puis, je vois que des gens qui disent qu'ils ne sont pas faciles à télécharger sous forme PDF. On va essayer de voir, là encore une fois, vous écrivez au collectif et puis on essaiera de vous trouver une solution parce que normalement, c'est assez facile, mais c'est toujours pareil. Nous, on sait sur le site où est-ce que c'est. Et donc, voilà. On peut vous guider. Voilà, on essaie de se mettre à votre disposition, mais c'est vrai qu'on vous demande un petit effort, mais c'est pour la bonne cause. Alors, je vois qu'on a 3 mains levées. Alors, Madame Sophie, qui avait levé la main la première, si vous voulez, si vous avez une question. Votre micro est coupé. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon. Oui. 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 En fait, j'avais une question. Moi, je travaille dans un centre de soins de suite réadaptation où on s'occupe beaucoup de patients obèses et en fait, qui ont des diabètes, enfin des obésités compliquées, parfois même des super obèses, enfin on les appelle un peu comme ça, avec des IMC très élevés. Donc, on a noté en effet que chez pas mal de patients, il y avait des problématiques de dénutrition. Mais malgré tout, chez d'autres, c'est quand même compliqué de dire à des patients de 70 ans qui cherchent à maintenir leur autonomie, leur mobilité en perdant du poids, leur dire maintenant non, on ne cherche plus à vous faire perdre du poids parce que, vous voyez, c'est sur quoi est-ce qu'aujourd'hui on peut se baser pour… Alors, je vais vous dire, c'est vrai à tout âge et dans toutes les situations. Maigrir en soi, ce n'est pas un problème quand on maigrit principalement sur notre masse graisseuse. Donc là, c'est parfait. Tout le monde a envie de perdre de la graisse et personne n'a envie de perdre du muscle. Donc le premier des trucs, c'est de dire, il est impossible de maigrir vite en consommant que de la graisse. Donc le vrai truc, c'est, vous n'avez pas grossi en 5 minutes, vous n'allez pas maigrir en 5 minutes. Parce que les gens, très souvent, leur objectif, c'est, je maigris vite pour pouvoir lentement regrossir. Faire une espèce de toit d'usine, et c'est comme ça qu'on fait les régimes yo-yo, et que les gens… Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, OK, vous pouvez essayer de maigrir, mais l'objectif, c'est de maigrir extrêmement lentement. C'est la seule solution où on peut espérer perdre de la graisse et pas trop de muscles. Et deuxième chose, pour essayer de maintenir les muscles, il est impossible de les maintenir si on ne les fait pas travailler. Donc en fait, l'activité physique, elle est fondamentale dans cette affaire-là, même si parfois c'est très compliqué, ces personnes très très obèses, non pas tant pour des raisons de dépenses énergétiques, parce qu'en réalité, l'activité physique, ça n'augmente pas beaucoup, pas tant que ça en tout cas, l'activité physique, moins qu'on le souhaiterait, mais par contre, ça maintient l'atrophicité musculaire. Voilà. Donc en gros, je comprends bien le souci, mais j'ai presque envie de dire que à cet âge-là, c'est trop tard, quoi. Et que peut-être il faut simplement admettre qu'ils doivent garder leur IMC à 40, quoi. Non, parce que moi, je vois bien, Pas je les connais. Je sais. Mais je sais parce que quelque part, on a culpabilisé tout le monde. Voilà. Mais un diabétique qui a un diabète probablement de type 2 avec un IMC à 40, s'il perd des muscles, il va avoir encore plus d'insulinorésistance puisque finalement, le territoire dans lequel l'insuline va faire. Ce qui fait que quand on fait maigrir un diabétique de type 2, en règle générale, on est obligé d'augmenter, quand ils deviennent insulino-requérants, on augmente l'insuline, ce qui fait que c'est encore pire. C'est un cercle vicieux. Je crois que on est dans des situations dépassées, malheureusement. Mais je comprends. Oui, non, mais c'est très compliqué. Oui. Je confirme. Merci. Alors, ensuite, on a une question de Madame Moreau. Oui, bonjour. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment une question, c'était plus une reformulation. Je voulais voir, en fait, quand vous parliez tout à l'heure d'un état bucco-dentaire qui était à faire, en fait, avant l'EHPAD. Alors, c'est une affirmation, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, je me présente, je suis IPA mention PCS. Je travaille en maison de santé. J'ai fait mon mémoire sur la dénutrition. Et en soins primaires, en fait, pour les personnes suivies à domicile, les personnes de plus de 70 ans. Et il s'avère que l'état bucco-dentaire est une réalité que beaucoup de patients ignorent. Mais pas que les patients, c'est aussi beaucoup les aidants et les structures. Alors, je dirais les proches aidants, tout ce qui va être auxiliaire de vie, par exemple, ou toutes les personnes qui vont graviter autour pour l'alimentation. Et bon, bien sûr, on sait qu'il n'y a pas que ça. La BPCO entraîne la dénutrition aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et c'est vrai que l'état bucco-dentaire, les familles, je pense, s'en préoccupent peu, en fait.
Et il n'y a pas que le fait de se laver les dents, hein, il y a les déchaussements, il y a plein de choses qui font que les gens ne peuvent plus manger. Et c'est pas tant c'est pas tant le fait que les personnes ne mangent plus, c'est peut-être parce qu'en fait elles ont des douleurs ou elles ont des gènes et tout ça, on s'en rend pas compte en fait. Enfin, c'était juste ça que je voulais préciser parce que ça me tient à cœur et donc c'était plus une précision, c'était pas vraiment une question. Mais c'est tout à fait vrai. Il y a un énorme travail qu'on a conduit sur à peu près 220 établissements, avec l'idée d'avoir des référents bucco-dentaires dans chaque établissement, mais avoir un tandem de référents à cause du turnover dont je parlais tout à l'heure. C'est un modèle qui a été proposé, que je continue d'utiliser sur différents départements. Et je vous rejoins. C'est vrai que c'est quelque chose à mettre en lumière, puisque c'est le lit de départ probable d'une modification, en tout cas d'une sélection de l'alimentation. C'est ça. Alors, le souci qu'on retrouve en soins primaires, hein, c'est qu'en fait, quand on détecte la dénutrition, quand on fait, pas nécessairement le MNA, mais quand on fait la prise de sang, ben, on se dit, ben, en fait, c'est déjà trop tard, la personne est déjà dénutrie, en fait. Donc, voilà, moi, mon objectif, je vous dis, là, c'est de pouvoir justement former toutes les structures d'auxiliaires de vie, privées et publiques, hein, qui justement interviennent chez les personnes âgées sur ce que c'est que la dénutrition, comment on peut la prévenir et comment on peut agrémenter l'alimentation au domicile. Parce que les personnes âgées arrivent dénutries à l'hôpital, arrivent dénutries en maison de retraite, mais du coup, le problème, il vient un peu du terrain avant aussi, parce que je pense qu'il y a tellement de choses à gérer aussi en domicile qu'on peut parfois, il ne faut pas se le cacher, ne pas tout voir tout de suite. Voilà. Donc, j'espère ramener ma petite pierre à l'édifice. Très bien, super. Merci. Il y a une question justement de Kevin Martel là, sur l'appareillage. J'imagine que c'est l'appareillage bucco-dentaire, hein, qui demande s'il y a des aides pour les personnes en précarité financière. Joseph John, tu peux répondre à ça? Moi, ce que j'imagine, c'est qu'il n'y a pas besoin tout le temps d'un dentier. Hein. Il y a d'autres solutions. Quand on parlait tout à l'heure du juste soin, en fait, c'est retrouver un équilibre buccal avec peu de dépenses. Et par exemple, très, très souvent, on voudrait changer systématiquement les prothèses dentaires. C'est pas toujours utile. Le ressemelage d'une paire de chaussures est quelquefois bien meilleur que le changement de la chaussure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tous les témoignages neurologiques qui sont présents dans les prothèses dentaires, et quelquefois avec un rebasage, alors je vous donne un terme grossier du dentiste, mais avec un rebasage bien orchestré, on obtient des résultats bien meilleurs qu'en refaisant une prothèse systématiquement à une personne qui flotte. On a maigri en général, il y a des résorptions osseuses, et avec un rebasage, c'est reparti. Et on garde les références neurologiques et les appuis, les dimensions verticales. Voilà, en tout cas, il y a des frais faibles qui entraînent des conforts énormes. Alors, je vois qu'on a encore deux mains levées. Madame Caroline Weibel. Oui, bonjour. Je suis diététicienne, notamment en libéral et dans un centre de dialyse également. Et déjà, merci pour vos présentations très synthétiques et très précises. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur les outils. Je crois qu'il y avait dans un des outils qui était un diaporama qui pouvait être un support de sensibilisation des professionnels qui a été travaillé peut-être avec la SRAE Nutrition, je crois. Est-ce que vous pouvez nous préciser s'il est disponible en amont de la réception des mallettes ou pas? Des mallettes et des kits. Bonjour Caroline, je vais me permettre de répondre. Je suis Aurélie Turpot, chargée de mission à la SRAE Nutrition. Oui, bien sûr. En fait, en région Pays de la Loire, on a proposé des actions spécifiques pour les professionnels de la région. Et il y a notamment un support de sensibilisation qu'on a co-construit avec des professionnels de santé pour qu'ils puissent sensibiliser leurs équipes, leurs collègues à la dénutrition. Il va être envoyé, Caroline,
début octobre. On attend d'avoir la liste des inscrits. On est en lien avec Émilie qui va nous transmettre la liste des inscrits. On va pouvoir ensuite vous transmettre le support en amont pour que vous puissiez vous l'approprier et pouvoir l'utiliser même en amont de la semaine si vous avez besoin. Ok, bah super, merci beaucoup Aurélie. Je t'en prie. Et je vois qu'on a une dernière question de Dominique Dumas. Oui, bonjour à tout le monde. Désolée de n'avoir pu assister depuis le début et je le regrette fort. Donc, juste pour amener une petite indication supplémentaire. Donc, nous réalisons, nous en Ardèche, un projet pilote en association avec des chirurgiens dentistes, psychologues, orthophonistes, diététiciennes pour ma part, au sein d'un EHPAD. Et pour pouvoir évaluer justement quel était l'impact de l'état bucco-dentaire sur la dénutrition, mais pas que, quel pouvait être l'impact de la dysphagie, quel peut être l'impact de la nutrition et de l'offre proposée. Et nous nous rendons compte que au niveau de l'état dentaire et de l'état de la bouche, il fallait travailler sur tous les niveaux, c'est-à-dire déjà au niveau des soignants, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de tabous par rapport à la bouche, du côté du patient comme du côté du soignant. D'une part, les patients n'osent pas trop se plaindre. On se rend compte que c'est pas tellement lié à l'absence de dents. Il y a des personnes qui peuvent s'alimenter, qui restent en bonne forme malgré un manque de dents. Mais surtout, on remarque aussi qu'il y a de moins en moins de facilité pour un patient de pouvoir être soigné quand il y a un problème dentaire. Pour des raisons pratico-pratiques, parce que les sorties de l'établissement ne sont pas toujours faciles, l'entrée des chirurgiens dans les établissements non plus. Il y a beaucoup de demandes et donc du coup, il n'y a pas des soins qui peuvent être apportés dans l'immédiat quand il y a des urgences. Et tout ça fait que petit à petit, eh bien, on enferme les personnes qui n'osent plus en fait demander, n'osent plus réclamer. Et on se rend compte que c'est un problème. Donc, il faut vraiment travailler à tous les niveaux. D'abord, communication auprès du patient lui-même en lui disant qu'effectivement, il a des droits et qu'il peut demander. Et ensuite, à tous les niveaux, pour que chacun puisse collaborer et faire en sorte que la prévention puisse être effectivement effective. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter. Alors, je vais me permettre de juste amener quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, dans les solutions. Il est vrai qu'on a aujourd'hui la téléexpertise bucco-dentaire qui permet aussi à distance de donner en fait une partie des chemins de soins qui seraient les plus judicieux dans le cadre du juste soin que j'évoquais. Et enfin, le développement d'équipes mobiles, ce serait peut-être une des solutions parce que on s'aperçoit qu'une grande partie de nos collègues se projettent mal dans le soin à la personne âgée parce qu'il n'y avait pas en second cycle pour le moment les ingrédients pour permettre de soigner convenablement dans le cadre du juste soin que j'abordais tout à l'heure. Et je pense qu'avec cet ensemble de choses, on va trouver des solutions. Il ne faut pas être trop pressé, mais je vous promets que même dans les soins non programmés, avec des équipes mobiles et de la téléexpertise d'aujourd'hui, on va pouvoir avoir des alternatives, en tout cas riches pour les établissements. C'est le futur. Merci beaucoup. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Et n'hésitez pas, voilà, si vous voulez dire un mot avant qu'on se sépare. Sinon, je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire à la semaine nationale de la dénutrition de 2022. Jusqu'à demain. Voilà, faites du bruit, faites du bruit. Ah oui, on en a besoin. Merci beaucoup. Salut.